Bah, j'étais dégoûtée parce que pour moi, c'était un échec. C'était un échec, surtout qu'on avait un enfant. Donc, moi, j'aurais jamais imaginé de ma vie sortir d'un mariage et surtout ne divorcer de ce monsieur parce que c'était une personne que j'aimais mais énormément. J'aurais jamais cru dans ma vie que je pourrais un jour le quitter en fait. C'était pas possible. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée, Mimi, qui va nous partager un bout de son histoire, un divorce douloureux qu'elle a vécu. Elle a choisi de ne pas se montrer à la caméra, donc vous que nous regardez depuis YouTube, vous ne la verrez pas, mais rassurez-vous, nous serons connectés tant son histoire est touchante. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous parler de ça? Tout simplement parce que, au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Mimi, bienvenue sur Résonance. Bonjour Florence. J'ai une petite surprise pour toi. Il s'agit de répondre à soit une question, soit compléter une phrase que je vais te proposer. Compléter une phrase. Compléter une phrase, d'accord. La phrase elle dit ceci: je me sens moins seule quand. Je me sens moins sûre quand il y a ma fille à côté de moi. Ah, c'est chou. Ouais, c'est beau ça. On va commencer. Avant d'arriver à l'événement clé qui est ton divorce, comment est-ce que vous vous rencontrez avec ton ex-mari? Comment est-ce que ça se passe? D'accord. Avec mon ex-mari, on s'est rencontrés quand j'avais 19 ans. Donc j'étais toujours étudiante. C'était lors de ma deuxième année. C'était en classe préparatoire, c'est ça, voilà. Donc on s'est rencontrés par hasard, c'était lors d'une fête. C'était la fête de l'Aïd. Je pense que les musulmans ils vont comprendre. C'était la fête de l'Aïd. Du coup on s'est rencontrés, je sais pas si c'était un coup de foudre ou bref. En tout cas elle a pris mon numéro et voilà. Comme je disais à l'époque j'avais 19 ans, lui il avait 28 ans. Donc il y avait un peu cet écart. Je pense que ça fait partie des choses que j'ai aimées parce que j'aime beaucoup les personnes matures je dirais. Et il s'est vraiment projeté avec moi dès le début. Dès le début, Ouais. du genre on va dire au bout de combien de temps? Une semaine, un mois, 3 mois? Je dirais pas un mois. En tout cas, au début, quand il me regardait, avant même qu'on se mette en couple, il me disait: toi, je sens que tu seras ma femme. On rigolait comme ça. Il me disait: toi, je sens que tu seras ma femme. Parce qu'il a vu mes qualités de loin. Et voilà. Et à l'époque, je sortais déjà avec quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Donc, j'étais déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Et il me taquinait. Et me taquinait même devant cette personne. Et je disais: cette fille sera ma femme. Ah bon? Je te jure. Mais du coup, pour bien comprendre, pour que ceux qui nous écoutent comprennent, Ouais. vous étiez un cercle d'amis? Non, c'est pas un cercle d'amis, mais la personne avec qui je sortais à l'époque, c'était une de ses connaissances lointaines, je dirais. D'accord. Il voyait la personne passer de loin, mais ils n'étaient pas trop des amis. Mais quand j'étais à côté de lui, il taquinait, genre, peut-être c'était pour intimider le monsieur, pour lui dire que cette fille sera ma femme, tu vois. D'accord, quand vous vous retrouvez dans des mêmes circonstances, Voilà. mêmes événements, Ouais. il en profite pour placer Voilà, un peu ses pour pions. placer ses pions, pour un peu intimider le monsieur, bref. Dans tous les cas, après, moi, j'ai rompu avec l'autre personne parce que c'était mon premier copain et je pense que je me suis mise avec lui juste parce que je voulais découvrir c'était quoi être en couple. Oui. Et du coup, je l'ai largué au bout de quelques mois parce que c'était même une relation à distance. En fait, c'était même pas une vraie relation. C'était une relation à distance où on se parlait beaucoup au téléphone. La personne était... toi, tu étais, on va dire, où et la personne était où? Voilà, c'est ce que j'allais dire parce que à l'époque, déjà, on était au Maroc. Je sais pas si je l'ai précisé. Non, justement. Voilà, donc quand on est arrivé au Maroc, en fait, cette personne faisait partie des gens qui nous ont accueillis. Ok. Voilà. Donc lui, je dirais qu'il était en 4e année. Il était en 4e année alors que nous, on venait d'arriver. Donc lui, il était à Rabat, parce que c'est à Rabat qu'on nous a accueillis. Tous les étudiants qui venaient d'arriver, qui venaient d'avoir le bac. Donc c'est à Rabat qu'on nous a accueillis. Et moi, je devais partir étudier à Tanger.
Voilà, donc D'accord. c'était une relation à distance entre Rabat et Tanger. Mais je dirais que c'était une relation à distance jusqu'au bout. Parce que on est sortis à distance et dès qu'on s'est vu, je l'ai largué. Parce que je sentais qu'en fait, j'aimais pas le gars, mais je Oui. me suis mise en couple juste pour découvrir c'est quoi être en couple, tu vois. Voilà, c'était pas quelque chose de très sérieux. Donc après, c'est avec mon ex-mari que j'ai eu ma première vraie relation. Même si c'était toujours à distance, je sentais que lui, je l'aimais en fait. Oui, mais comment est-ce que, du coup, vous vous mettez en relation? Puisque là, il te faisait un peu des jeux de phare. Oui, Et oui. quand tu largues l'autre, comment est-ce que ça se fait? Quand j'ai largué l'autre, il l'a su. Parce que là, c'était un petit sage. Je pense que le monsieur, il était toujours à l'écoute. Donc là, il l'a su parce que voilà, les infos passent très vite. Oui, ça va vite. Et on était une petite communauté de Sénégalais. Donc quand il y avait un truc, franchement, les infos partaient vite. Donc une autre fois, après que j'ai largué l'autre, le premier, une autre fois, je suis encore revenue sur Rabat et j'ai croisé mon ex-mari. On s'est croisés parce qu'elle avait su que je devais venir voir mes copines. Voilà. J'étais de passage là-bas. Il m'a invité au resto. On a mangé vite fait. Et après, c'est comme ça que ça a démarré. Ils m'ont même pas dit est-ce que tu vas être ma copine et tout. Non. D'accord. Quand je suis partie, c'est parti naturellement. Oui, en fait, ça a vite matché entre vous et c'est allé C'est naturellement. ça. Il a commencé à m'appeler tous les jours et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans la relation. Voilà. Si on parle de divorce, c'est que vous êtes mariés. Donc, comment est-ce que le mariage arrive? Pour le mariage, bon, parce que nous, en fait, notre objectif, c'était de se marier à la fin de mes études. Donc, on l'a fait comme prévu. Quand j'ai fini mes études, il m'a mariée. Et c'est quelqu'un qui respectait vraiment les limites que je lui posais parce que je me suis mariée vierge avec lui. Il a su respecter tout ça. Donc, franchement, j'ai pas eu de problème avec lui jusqu'à mon mariage. Et je dirais que c'est une personne qui m'a vraiment soutenue. Oui. Parce que des fois, en tant qu'étudiante, j'ai eu des problèmes de logement. Des fois, il a payé mon logement. En tout cas, c'est une personne qui m'a vraiment aidée quand j'étais étudiante. Oui. Donc, je dirais que même si ça a mal fini entre nous, c'est pas une personne que je déteste. Bof. C'est juste qu'après, quand tu vas avec une personne, tu te rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne matchez pas forcément. En vrai, on a vécu une relation à distance pendant 4 ans. Donc, on s'est jamais mis dans certaines circonstances, on n'a jamais vécu certaines choses. Donc, c'est quand on a commencé à vivre ensemble qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de trucs sur lesquels on ne matchait pas trop. Oui, c'est là que chacun découvre la personnalité de l'autre. Est-ce que je suis sensible à ça ou pas? C'est ça. D'accord. C'est ça. Et lui aussi, à l'époque, il manquait un peu de maturité par rapport au mariage. Et je pense que c'est le problème de pas mal de personnes qui sortent direct du célibat. Franchement, le mariage pour certaines personnes est compliqué quand tu sors direct du célibat. Tu n'as jamais eu une expérience où tu n'as jamais vécu avec une femme, je dirais. Donc, tu sens que tu es privé de ta liberté. Donc, je sentais que lui, il avait cette impression d'être privé de sa liberté. D'accord. Donc, c'est là que j'ai compris que lui aussi, mentalement, c'est comme s'il n'était pas prêt. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, sans forcément, voilà, un exemple un peu général pour qu'on comprenne un peu en termes de qualité, un exemple. Est-ce que il était du genre à ne pas t'aider? Parce qu'il y en a qui vont dire, moi j'ai envie que mon homme me donne un coup de main. Est-ce que c'était du genre, il sortait trop aussi? Donne-nous un exemple concret, par exemple. Oui, il y a ça, il y a le fait qu'il sortait trop. Donc, j'ai compris qu'il n'avait pas la maturité qu'il dégageait. Parce que comme je t'avais dit, quand je sortais avec lui, il avait 28 ans, j'avais 19 ans à l'époque. Donc, quand on se mariait, normalement, il était dans la trentaine. Mais même avec ça, il n'y avait pas la maturité que je cherchais. Et moi, quand je me mets avec une personne, c'est parce que je cherche cette maturité. Mais en fait, il dégageait une maturité qu'il n'avait pas. D'accord, Tu comprends? Donc, lui, quand il n'avait pas ce sens je dirais, de la responsabilité du mariage. Donc, pour lui, rester dans la maison toute la journée, c'est être en prison. Donc, il devait sortir tous les jours. Et à un moment donné, il commençait à sortir sans dire où il allait. Et c'est là que ça commençait à péter. Voilà. Toi, c'était quoi tes attentes? Donc là, on va dire, par exemple, tu aurais voulu qu'il considère ton avis quand tu devais sortir, c'est une attente. Oui, mais il y avait quoi d'autre comme attente? Il y avait ça comme attente. Aussi, j'ai compris que sa vision du mariage était totalement différente de la mienne. Parce que pour lui, en fait, le mariage, c'est une femme qui reste tout le temps à la maison, qui cuisine, qui lave les habits, fait le ménage. Alors que lui, il vit sa life tranquille dehors, tu vois. Donc pour lui, en fait, toutes les tâches ménagères, toutes les responsabilités doivent rester du côté de la femme. Et lui, en tant qu'homme, il est libre.
Donc c'est comme ça qu'elle considère le mariage. Donc je me suis dit qu'en fait, là, je suis sortie avec une personne pendant 4 ans, mais on n'a pas parlé des vrais sujets. Parce que ça, c'est des questions qu'on pose avant de rentrer dans le mariage. Tu poses quelques questions à la personne, genre, comment tu te vois dans le mariage? Pour toi, quelles sont les responsabilités de la femme dans le mariage, les responsabilités de l'homme? Si tu vis avec une femme, comment est-ce que tu vas te comporter? Mais non, qu'est-ce qu'on se disait? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Est-ce que tu as bien dormi? Et je me suis rendu compte qu'on ne parlait de rien du tout pendant 4 ans. D'accord. Je comprends tout ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est des réalités qu'on voit. Mais des gens qui nous écoutent peuvent dire ils ne voient pas encore ce qui a pu pousser jusqu'au divorce. Tu vois. Parce que les sorties, on sent que c'est des choses qui ne sont pas forcément bien. Mais on a envie de comprendre le déclenchement. C'était quoi le point de bascule? Qu'est-ce qui a... Là où ça a appuyé, où ça fait mal et tu t'es dit, mais non, en fait, il y a un problème. J'avais toute la charge mentale du mariage. Lui, il se sentait libre, alors que moi, je travaille comme lui, je l'aidais à payer les factures et quand je viens, je me tape toutes les tâches ménagères alors que le monsieur, il est dehors. Donc après, je me dis, est-ce que je peux continuer à faire ça pendant des années? Donc voilà, même ça peut se supporter, mais après, j'ai découvert qu'il y avait aussi des histoires d'infidélité et c'était la goutte d'eau. Tu vois, c'était la goutte d'eau. Donc c'est ça qui a vraiment, je dirais que c'est l'infidélité qui a déclenché parce que c'était la goutte d'eau et je me suis dit, je ne vais pas passer le restant de ma vie avec ce monsieur. Mais c'est important aussi la charge mentale que tu évoques. Ah non, c'était parce que là, tu as cité les éléments, mais j'avais besoin de comprendre parce que la charge mentale des femmes... C'était catastrophique. Voilà, je pense qu'on en parle de plus en plus, mais c'est quelque chose qui est réel. Si tu portes tout sur toi dans un mariage, finalement, tu ne sais pas si tu es dans un mariage, parce qu'un mariage, ça se vit à deux. Ouais, c'est ça. Et d'accord, donc il y a eu cette charge mentale et ensuite une infidélité. Ouais, c'est ça. Donc, et moi, je dirais que c'est plus la partie charge mentale qui a fait que je ne supportais plus. Parce que je me dis que une personne qui a cette mentalité va juste t'épuiser, va finir ton énergie d'ici... parce que j'avais fait juste 3 ans de mariage, mais physiquement, j'avais carrément changé. J'étais fatiguée. J'avais plus goût à la vie et je me suis dit je peux pas porter en fait toute cette charge toute seule en fait. Je me sentais mariée toute seule, mariée célibataire, tu vois. Donc tu n'étais pas une femme épanouie finalement dans ton mariage. J'étais pas épanouie et c'est là que je me suis dit que j'ai juste suivi mes sentiments mais j'ai pas suivi ma raison quand je me mettais dans ce mariage. Et voilà. Tu disais quand même que c'est plus la charge mentale qui, toi, t'a poussé à vouloir sortir de ce mariage. Et donc, l'infidélité pour toi, ça n'a pas posé tant de problèmes que ça? Si, ça a posé... Bien sûr que si. Oui, parce que tu l'as dit... Non, en fait, ça a déclenché le divorce. Ça, c'est clair. Oui. Mais la charge mentale, en fait, j'étais là, j'étais déjà à bout. Donc, je dirais que c'était l'infidélité, en fait. Oui, ça a été la goutte d'eau qui a fait que tu t'es dit non, mais non seulement je supporte tout ça, en plus, voilà, il y a l'infidélité, donc je peux pas. C'est ça. En fait, l'infidélité m'a donné le courage de sortir parce que je voulais sortir, mais j'avais pas le courage parce que chez nous, au Sénégal, tu as envie de sortir du mariage, mais tu te dis qu'est-ce que mes amis vont penser de moi, qu'est-ce que ma famille va penser de moi, les gens vont dire que je suis divorcée. En fait, tu penses plus aux autres qu'à toi. Donc là, quand j'ai découvert l'infidélité, j'ai dit je m'en fous de la vie des autres. Et ça m'a donné le courage de partir. J'ai su que la vie des autres, là. Tu t'es choisie finalement. J'ai commencé à me choisir à partir de ce moment. J'ai su que c'était pas la bonne personne. Il fallait que je sorte de là le plus tôt possible. Tu dis qu'il y avait le regard des autres vis-à-vis de tes amis proches ou de ta famille. Comment est-ce qu'ils l'ont pris? Bon, c'était déjà compliqué. Qui décide de... Enfin, c'est toi qui annonces que tu veux arrêter le mariage. Ouais. Et quand tu prends cette décision, ta famille n'est pas encore au courant. En fait, ma famille, je dirais qu'elle était déjà au courant parce qu'il y a eu trop de disputes entre nous. Et la famille, les deux familles, je dirais, ont beaucoup intervenu. Donc, quand on a parlé de divorce, ils n'étaient même pas étonnés, en fait. Mais c'est juste qu'ils ne voulaient pas qu'on en arrive là. Mais quand même, ça se sentait de loin que ça n'allait plus du tout entre nous. Parce que mon ex-mari aussi, il était quelqu'un qui se plaignait beaucoup. Genre, il disait tout le temps que j'étais indisciplinée et tout. Et c'est vrai que parce que je suis une femme colérique, c'est pas que je suis indisciplinée, mais quand je m'énerve, je dis du n'importe quoi.
Ça, c'est sûr. Donc, il passait son temps à se plaindre que ma femme ne me respecte pas, elle me parle mal. Or, c'est pas ça, en fait. Il prenait la partie qu'il arrangeait de l'histoire pour raconter à la famille. Moi aussi, je partais par raconter ma version à la famille et les deux familles, on avait marre. Oui, ils en avaient marre. Et en fait, c'est fou parce que l'histoire n'est pas drôle, tu ris. Du coup, je partage tes rires. En fait, on rit. En fait, je me rappelle de ces épisodes, ça me fait rire, je te jure. Non, mais bon, c'est un rire pour peut-être évacuer un peu les émotions, les souvenirs. Ouais. Je parlais du regard des autres qui fait que la décision est difficile à prendre. Ouais. Et donc, voilà, le regard des autres en général, le regard qui va compter le plus, c'est celui des proches, donc de la famille. Ouais, j'avais envie de partir, je pense que ça faisait 1 an, mais le regard des autres, je pouvais pas. Comment annoncer à mes amis que je vais divorcer? Comment annoncer à ma famille? Même la famille, ça va. Mais parce que quand une personne te contacte, bonjour madame telle, comment tu vas? Tout le monde m'appelait madame. Tu viens, tu leur dis, je suis plus madame, je suis mademoiselle. C'est difficile d'annoncer ce genre de choses, tu vois. Oui. Donc c'est ce qui me freinait un peu. Donc à chaque fois que je voulais partir, j'ai dit non, c'est pas grave, je vais essayer de supporter. Mais quand j'ai vu qu'il y avait le manque de respect qui commençait à sortir, les histoires d'infidélité, j'ai dit non, la vie des autres, je m'en fous. Là, je vais sortir de là. Donc, oui. Et du coup, justement, tu as commencé à l'évoquer. Et donc, quand tu parles de mariage douloureux, donc là, si on parle émotion, quelles sont les grandes émotions qui t'ont traversé? Et même quand tu prends la décision de partir, quand tu subis le divorce, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu le vis émotionnellement? J'étais dégoûtée parce que pour moi, c'était un échec. C'était un échec, surtout qu'on avait un enfant. Donc moi, j'aurais jamais imaginé de ma vie sortir d'un mariage et surtout ne divorcer de ce monsieur parce que c'était une personne que j'aimais mais énormément. J'aurais jamais cru dans ma vie que je pourrais un jour le quitter en fait. C'était pas possible. Mais au fil du temps, franchement, l'amour s'est transformé en agressivité. C'était devenu compliqué. Mais je dirais que c'était très douloureux. J'avais ce sentiment d'échec, de trahison, parce que je me dis qu'il m'a menti sur sa personnalité. Voilà, en fait, de déception, il y avait tout. En tout cas, on ne sort jamais d'un divorce avec le sourire. Donc. Oui, c'est sûr. Au moment où tu l'as, ta fille, ça se passait bien à ce moment-là où tu étais déjà dans la phase où ça n'allait pas trop? Oui, quand j'avais ma fille, ça n'allait pas du tout entre nous. Donc, c'est pas un enfant, tu sais, qui sauve un couple. Hein? Un enfant, ça n'a jamais sauvé un couple. Oui, c'est important que tu le dises. Non. Un enfant, ça ne... Bon, pour les gens qui pensent retenir le mari, l'homme avec un enfant. En pensant faire un enfant, franchement, c'est la pire des idées. Moi, quand j'ai eu mon enfant, je dirais même que c'est sur cette période que ça s'est plus aggravé. Parce que jusqu'à cette phase, le monsieur, il n'arrivait toujours pas à être assez responsable pour... bien se comporter. Il se comportait toujours mal, alors qu'il avait une fille. Tu vois, donc je me dis que ce monsieur ne va jamais changer. D'accord. Tu vois, donc quand tu n'arrives pas à réarranger ton comportement quand tu as un enfant, c'est que toi, tu vas éternellement rester comme ça. Oui, et du coup, je comprends encore plus la charge que tu avais parce qu'il y avait un enfant, donc tu devais gérer cette charge. C'est-à-dire le quotidien à la maison, mais aussi prendre la responsabilité de ton enfant, en plus d'être responsable du fait d'être la femme de. Ouais, c'est ça. Que voilà, ça fait beaucoup de casquettes et à côté, tu as ton boulot. J'ai mon boulot, franchement, je dis, c'est énormément de charge mentale et tu te maries avec une personne qui dégage ses responsabilités du mariage, c'est pas possible. En tout cas, moi, ce mariage m'a fait découvrir cette partie qui me fait peur que certains hommes, pour avoir un enfant, et toujours être des irresponsables. Je suis désolée. Non, mais tu vois, avoir un enfant. C'est vrai que c'est pas une généralité, mais c'est un fait. C'est un donc, fait. Tu dois pas être désolée, c'est une réalité. C'est ça, il y a des hommes qui ont des enfants et sont toujours très irresponsables. Ils ne s'occupent pas de l'avenir de l'enfant, donc eux, ils sont toujours centrés sur eux-mêmes. Ils n'essaient pas de grandir, pas de changer leur comportement. Je sais pas. Être un modèle pour son enfant ou être présent aussi? Les deux. Les deux. Les deux. Et cette partie m'a un peu choquée. Donc là, j'ai divorcé, mais je me dis, même si je me remarie, est-ce que je vais refaire? Est-ce que je vais faire un autre enfant, tu vois? Donc des fois, je me dis, c'est mieux que je me remarie avec une personne qui a déjà un enfant. Comme ça, je vais pas culpabiliser du fait de lui faire un enfant parce que là, je suis bien avec ma fille.
Donc, si je ne suis pas sûre que tu seras assez engagée pour gérer l'enfant avec moi, je vais pas te faire un enfant. Oui, mais déjà, je sais pas, je trouve ça positif que tu envisages de te remarier parce que j'allais te poser la question. Parce que tu dis que tu es sortie de ce... Oui, tu dis que tu es sortie de ce mariage avec de la déception, un échec, par rapport aussi au fait que tu changes de statut, tu deviens de madame, tu passes à mademoiselle. Et donc, j'allais te demander, est-ce que ça t'a enlevé le goût de te remarier? Mais là, à t'entendre parler, c'est encore possible. Donc, c'est top. Et du coup, comment est-ce que tu vois aujourd'hui les relations amoureuses? Bonne question. Est-ce que depuis, tu as essayé de te remettre en couple? Ouais. J'ai essayé de me remettre en couple. Et oui, après mon divorce, je me suis remise en couple. Ça a duré même pas 1 an. Mais c'était aussi une relation à distance. Mais ça, cette relation particulièrement, elle s'est gâtée à cause de la distance. C'était pas forcément un problème de comportement et tout. Voilà. Mais en gros, moi, de mes expériences, je retiens de mon divorce et de ma relation suivante que j'avais un travail à faire sur moi. Parce que quand je me mettais en couple avec mon ex-mari, j'étais très dépendante affective. Oui, tu étais jeune. J'étais jeune et très dépendante affective. En fait, j'étais dans le monde des bisounours où l'amour est beau. Voilà. Et je me suis remise en couple. Après mon divorce, j'étais encore dépendante affective. Parce que le matin, quand je me réveille et il n'y a pas de message du monsieur, j'étais stressée, affolée. Bref, en tout cas, cette deuxième relation, elle était quand même super bien parce que ça m'a permis d'oublier carrément l'histoire du divorce et tout. Et c'est une personne même avec qui je me projetais. Mais avec la distance, ça ne faisait pas. Donc moi, j'ai stoppé cette relation malgré que j'aimais toujours cette personne. Mais après avoir guéri de tout ça, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à travailler à mon niveau. Donc même si je blâme beaucoup mon ex-mari, il y avait aussi du travail à faire de mon côté. Parce que moi aussi, je rentrais dans un mariage, j'étais pas assez mature. J'étais très jeune. Je connaissais pas les réalités du mariage. Et je me suis mariée juste parce que j'étais amoureuse. Pas parce que j'étais prête. Oui, ça suffit pas. Voilà. Pas parce que j'étais prête. Mais après avoir travaillé sur moi, parce que je suis restée quand même une certaine période seule, et je pense que c'est l'une des meilleures périodes de ma vie. Ça t'a pris combien de temps de travailler sur toi et de réaliser peut-être ta responsabilité dans les échecs passés par rapport à tes relations? Combien de temps ça t'a pris? Et comment est-ce que tu réalises que finalement, tu n'as pas de responsabilité? Ça m'a pris 3 ans. 3 ans. Parce que quand même, je suis une grosse dépendante affective. Donc, à chaque fois, je rejetais la faute sur les autres. Je disais, oui, lui, pourquoi il ne s'est pas bien comporté? Les hommes, ils sont pas bien, nanana. Mais j'ai pris 3 ans, j'ai pris du recul. Et en grandissant aussi, tu te rends compte que tu avais aussi ta part dans cette histoire. C'est jamais la faute d'une seule personne. Voilà, c'est jamais la faute d'une seule personne parce que je me dis que même si ça a mal tourné, si j'avais cette maturité, j'aurais détecté déjà certains red flags. Peut-être que je serais même pas rentrée dans ce mariage. Mais moi aussi, j'avais cette immaturité. J'étais pas préparée au mariage. Je me suis mariée pour les mauvaises raisons. Je me suis mariée parce que j'étais amoureuse. Donc, quand t'as plus les papillons dans le ventre, c'est fini. Tu vois? Et comme je disais aussi, j'étais une grande dépendante affective. Donc mon bonheur dépendait de l'amour. Je cherchais pas un partenaire de vie, mais je cherchais un amoureux. Voilà. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qu'on doit regarder? Quels sont les critères à prendre en compte pour un mariage? Voilà. Pour moi, je dirais qu'on ne se marie pas parce qu'on a des papillons dans le ventre. Tu te maries parce que cette personne, elle coche les qualités que tu cherches chez une personne. Déjà, toi, tu dois avoir ta liste de caractères. Bien vrai que cette personne, déjà, de 1, doit t'attirer physiquement. Mais quand cette personne va aussi t'attirer physiquement, elle doit cocher toutes les cases. Pas toutes les cases, mais au moins la majorité des cases. Mais tu te maries pas parce que tu as des papillons dans le ventre. Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et il faut aussi travailler sur soi pour éviter d'être trop dépendant affectif. Parce que quand tu es dépendant affectif, tu te maries avec la première personne qui vient et tu as du mal à te détacher des gens. Quand j'étais mariée, j'avais pas fait ce travail sur moi. Je ne me connaissais pas.
Je ne savais pas ce dont j'avais besoin. Je m'attachais aux personnes plus à la personnalité, je dirais, aux qualités ou au comportement. Et j'aimais ces personnes plus que je m'aimais moi. Oui, Je oui. tolérais des choses qu'actuellement, j'imagine même pas tolérer. Non, mais que je vais jamais tolérer chez une personne. Donc, je dirais que c'est nécessaire pour une personne de rester seule pendant un certain temps, histoire de te découvrir, histoire de savoir ce que tu veux pas, histoire de t'aimer. Mais le problème, c'est que c'est assez compliqué parce que tu commences à t'aimer de trop. Et tu as du mal à faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Parce qu'une personne qui dérape un peu, tu la dégages. Et moi, je suis dans cette phase où je suis devenue trop exigeante, tu vois. Mais quand même, néanmoins, je dirais qu'il faut juste avoir cet équilibre, tu vois. Mais franchement, l'amour de soi, c'est super important parce que de là, je sais exactement ce dont j'ai besoin et je ne vais pas tolérer moins que ça. Pas pour être en couple parce que j'ai pas envie d'être en couple pour être en couple, hein, ou être mariée pour être mariée, mais je vais être mariée à la bonne personne. À la bonne personne. Ouais, c'est ça. C'est important. D'accord. Bah, du coup, est-ce que pendant cette période, il y a des anecdotes que tu as vécues, forcément pas trop fun peut-être, mais que tu as vécues, que tu aimerais partager, des anecdotes Anecdote. Comment s'est passé le divorce? Donc là, j'étais enceinte, donc je partais à Dakar pour accoucher. Quand je suis partie à Dakar pour accoucher, c'était en 2018. Ma fille est née en 2018. Je suis restée jusqu'à fin 2019 parce que après mon accouchement, j'ai eu mon premier job en tant qu'ingénieur là-bas. Donc du coup, j'avais commencé un peu le temps de revenir. au Sénégal. À Dakar, voilà. Oui. Je suis rentrée à Dakar. Voilà. Après, quand je suis restée là-bas, mon mari était toujours au Maroc. Et à mon entreprise, ici, au Maroc, une entreprise au Maroc qui m'avait recrutée. Du coup, j'ai été obligée de repartir au Maroc. D'accord, À mais côté de mon l'entreprise t'avait recruté depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal à distance. Et donc, tu avais commencé à travailler depuis là-bas. Ouais. Et après, tu mon es accouchement, revenu. ouais. Vu que ma fille, elle avait 7 mois à l'époque, elle était très petite, j'ai dit à ma mère de me la garder le temps que j'aille chercher une nounou. Ou comme moi, je prépare ma chambre parce que mon mari, il était seul là-bas et c'était compliqué. Parce que le connaissant, je savais qu'il serait incapable de m'aider seul avec l'enfant. Donc, quand je suis partie, c'était la période du Covid et on a fermé les frontières. Du coup, ma fille est restée bloquée à Dakar. C'est durant cette période aussi que j'ai eu des problèmes avec son père et on a divorcé. Tu comprends? D'accord, donc quand tu reviens, tu envisages de retourner la chercher. Et là, Voilà. le Covid arrive. On a fermé les frontières. Voilà, et donc tu n'arrives pas à aller la récupérer, elle reste là-bas. Et Voilà. dans la même période, tout s'emballe et survient le divorce. C'est ça. D'accord. On dirait que le bon Dieu avait tout arrangé pour que je sorte de ce mariage parce que je sais que si ma fille était venue avec moi, je ne serais pas partie. C'est parce que où est-ce que je vais partir avec ma fille? C'est impossible. C'est difficile de ramener un bébé, de partir. Et mon ex-mari n'allait jamais me laisser sortir de la maison avec un enfant. Donc je sais qu'en fait, ça c'est quelque chose qui était... c'est mon destin en fait, de sortir de ce mariage. Le bon Dieu a tout fait, a tout organisé pour que je sorte de ce mariage. Si ma fille était venue, je ne serais pas sortie, je serais toujours là-bas. Donc c'est comme ça que je vois les choses, mais c'était une période très difficile. Ça, je ne vais jamais l'oublier de ma vie. Une période compliquée parce qu'en même temps, c'était un divorce qui n'était pas prévu parce que c'était une violente dispute qui a fait que j'ai quitté la maison et j'ai demandé le divorce le même jour. Tu vois? C'est pas comme si je me suis dit la semaine prochaine, on va commencer la procédure de divorce dans 1 mois, 2 mois. Mais c'est une grosse dispute en une journée, une soirée, je dirais, qui a tout éclaté. Je lui ai dit, mais libère-moi de ce mariage. Et nous, chez les musulmans, quand tu dis à la personne, je te libère, c'est fini. Il y a un divorce. Donc, du coup, j'en ai profité, j'ai ramassé mes affaires. Quand mon ex-mari est parti travailler parce qu'il allait jamais me laisser rester à la maison. Donc, j'ai profité parce que lui, il voulait pas me laisser partir. Et moi, j'en avais marre. Du coup, c'est comme si je me suis échappée de la maison. J'ai attendu qu'il parte travailler et j'ai ramassé toutes mes affaires. Je suis partie. Et mon ex-mari n'a pas digéré ça. Il a eu très mal. Il a appelé tous les parents. Il a dit que j'ai quitté le domicile alors qu'il n'était pas là. Lui aussi, ça l'a super énervé. Et je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles on s'est beaucoup détesté.
Mais en tout Mais cas, c'est courageux. Ouais, comme C'est courageux de t'être dit, en fait, là, j'ai décidé, même si c'est sur le coup d'une dispute, j'ai décidé de partir. Ouais. Je vais attendre qu'il parte parce que jusque-là, tu as du temps, hein, parce que tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas te dire, bon, si ça se trouve, j'aurai ça, mais tu avais pris ta décision, tu as pris tes affaires et tu es parti. Oui, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Franchement, Tu avais quelqu'un chez qui partir? Non. En fait, c'est pas que je suis partie le même soir, je suis partie dans la semaine. Parce que on est restés ensemble dans la même maison, mais on se parlait plus pendant une semaine. Mais entre-temps, je cherchais un petit coin où rester. Donc, j'ai trouvé un studio. Mais il ne savait pas que je cherchais un studio. Donc, j'ai trouvé un studio. Donc, dans la semaine, dès qu'il est parti travailler, je suis sortie. D'accord. Mais je pouvais pas l'informer parce qu'il n'allait jamais me laisser partir. Parce que, en fait, il y a des hommes qui sont comme ça, ils ne te traitent pas bien, mais ils ne veulent pas te laisser partir. Tu vois. Oui. Et malheureusement, lui, il faisait partie de ce genre de personne. Donc, lui, il préfère mourir que te voir partir. Wow. Même s'il ne te traite pas bien, il ne veut pas te voir partir. Ça a créé énormément de problèmes entre les deux familles parce qu'il a appelé son père pour se plaindre de ça. Ma famille aussi me défendait parce qu'ils savaient que j'ai beaucoup souffert avec ce monsieur. Ah, c'est bien d'avoir une famille qui te soutient. Ouais, ils m'ont vraiment soutenu. Quand j'ai appelé mes parents, je leur ai dit je vais quitter. Ils m'ont dit vas-y. Oh, c'est génial parce que souvent ce qui arrive dans ce genre de cas, c'est que ce sont les parents qui poussent la femme à rester dans le mariage. Et toi, tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont soutenu, qui t'ont dit non. Parce que si mes parents ne m'avaient pas donné le go, je ne serais pas partie. Donc, c'est eux qui m'ont autorisée à partir. C'est pourquoi je suis partie. Parce qu'ils savaient que le monsieur n'était pas responsable. Oh. C'était vraiment très compliqué, très difficile à gérer. Mais pourtant, en préparant le podcast, tu as quand même dit que si c'était à revivre, tu le referais. Ouais, du coup, pourquoi parce que déjà, si je n'avais pas quitté ce mariage, je serais toujours au Maroc. Alors que là, actuellement, je suis en train de vivre, je dirais que mon rêve. Je suis en train de vivre mon rêve parce que là, je suis en train de faire le boulot que j'aime dans un pays que j'aime. Et j'ai mes propres projets. Et je sais que si j'étais toujours dans ce mariage, je n'aurais pas le temps de faire tout ce que je suis en train de faire actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, il y a deux choses. Là, j'entends que quitter ce mariage t'a apporté quelque chose. Parce que c'est comme si tu revis, tu t'accordes de l'importance, tout ça. Néanmoins, c'était douloureux. Oui, c'était douloureux. Et tu es prête à... Enfin, tu aurais été prête à revivre tout ce parcours-là. Je suis prête à revivre ce parcours parce que j'ai eu ma fille. Tu vois? D'accord. Ouais. Et c'est parce que j'ai eu ma fille que je ne regrette pas ce mariage. Mais si j'étais sortie de ce mariage sans enfant, je l'aurais extrêmement regretté parce que je dirais que ce mariage ne m'a rien apporté, tu vois. Là, j'ai ma fille, du coup, actuellement, je ne suis pas mariée, mais je ne vais pas me marier parce que je cours derrière la ménopause, je m'en fous, tu vois. J'ai mon enfant et je dirais que c'est une bénédiction et c'est une de mes plus grandes richesses. Ma fille me rend super heureuse, tu vois. Donc, je dis, j'ai eu cette chance d'avoir un enfant très tôt. J'ai eu cette chance d'avoir ma fille qui est tout le temps joyeuse. Oui. Voilà, qui, quand je la regarde, en fait, elle me donne envie de conquérir le monde, tu vois. Donc, je dis que franchement, même si c'était très dur, je vais repasser par les mêmes étapes. Et aussi parce que ça m'a permis de me forger une nouvelle personnalité, de devenir une nouvelle personne. Et je suis devenue carrément une nouvelle personne. Ouais, c'est beau. C'est grâce à ça. Ouais, non, c'est beau. Et du coup, tu as commencé à le dire, je vais te poser la question. Quelles sont les leçons que tu as tirées de cette phase de ta vie? Ouais, je dirais que d'autres aussi, voilà, ceux qui nous écoutent, s'il y a des leçons à tirer, quelles sont ces leçons? Je dirais qu'en fait, chaque épreuve est là pour nous forger. Oui. Et je dirais que si tu n'as pas une épreuve pour te forger, tu vas toujours rester à la même place. Tu ne vas jamais bouger, tu ne vas jamais sortir de ta zone de confort. Parce que des fois, il faut que le bon Dieu te secoue carrément pour que tu puisses toi-même commencer à te bouger. Et je pense que les épreuves sont là pour nous secouer, pour nous pousser à sortir de notre zone de confort et à forger un mental de fer. Et moi, je pense que les gens l'ont assez constaté parce que l'autre jour, j'étais au bureau et mon N+1 m'a dit, toi, tu as un esprit combatif. Oui, elle m'a dit ça et j'étais choquée parce que je sais que c'est vrai. Depuis que je suis sortie de ce mariage, je me suis dit... Voilà, je vais atteindre tel objectif dans ma vie. Je me suis fixé des objectifs que je ne me serais jamais fixés
si j'étais toujours dans ce mariage, parce que j'étais trop dans ma zone de confort, et je commence à m'aimer encore plus, à planifier des choses qui me rendent heureuse, moi, personnellement, avant de penser aux autres, parce que quand même, la vie m'a appris à être un peu plus égoïste. Du coup, voilà, je dirais que je ne priorise pas, franchement, le fait d'être en couple. Je me priorise moi, jusqu'à ce que je rencontre la bonne personne, tu vois. Ouais. En tout cas, voilà, pour résumer, je dirais que chaque épreuve est là pour nous forger. Et maintenant, quand je vois une épreuve arriver, la seule question que je me pose, c'est quelle est la leçon que je dois retenir de cette épreuve, tu vois. C'est tout. En fait, j'ai envie que beaucoup de femmes qui ont traversé cette épreuve-là comprennent que finalement, c'est pas la fin du monde. C'est une opportunité pour penser à elles-mêmes. Et aussi, en tout cas, c'est ce que j'entends de ton expérience. Ça a été à partir de là que tu as commencé à penser à toi, à t'aimer plus, à te challenger et à construire cette vie que tu as aujourd'hui. Et du coup, si tu devais passer un message à une personne, une femme qui a vécu un divorce, qu'elle a eu du mal à digérer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ou même qu'elle n'a pas eu du mal à digérer, mais qui a vécu un divorce, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que sur le coup, tu vas croire que ta vie s'arrête. Tu auras même des envies suicidaires, parce que j'ai eu des envies suicidaires. Ah bon? Oui. Quand je sortais de mon divorce, j'avais plus goût à rien. Je me suis dit, ma vie ne sert plus à rien. Pourquoi cet échec? Je comprends pas. En fait, tu ne comprends pas. Oui, pourquoi ça t'arrive? Pourquoi la vie te fait ça. Voilà, donc je dirais que tu vas croire sur le coup que ta vie est en train de... Comment dirais-je? Tout est en train de s'écrouler, alors qu'en fait, toute ta vie est en train de se réarranger. Donc, faut juste... faut pas se laisser emporter par les émotions du moment, parce qu'il y a un avenir plus beau qui t'attend derrière cette épreuve. Donc un divorce, franchement, moi, pour mon expérience et les femmes que j'ai vues, après 1 an, la première année c'est difficile, mais après 2 ans, 3 ans, tu vois que les femmes qui ont divorcé, mais elles rayonnent en fait. Elles revivent, elles deviennent de nouvelles personnes, et carrément, elles apprennent à s'aimer à nouveau. Donc là, quand tu as un divorce, sur le coup, il faut prendre le temps de guérir de tout ça. Et tu fais comment concrètement? Comment tu as fait, toi, pour commencer à sortir? Parce que là, c'est fort quand tu nous dis que tu étais au plus bas, tu as eu même des pensées suicidaires. Ouais. Comment est-ce que tu remontes la pente petit à petit pour commencer à rayonner, si tu dois rayonner? Déjà, il faut libérer ton cœur, il faut pleurer autant que tu peux, ne rien garder en soi. Parce que quand tu pleures et que tu es fatigué de pleurer, tu vas te dire, ok, je suis fatigué de pleurer. Et quand tu seras fatigué de pleurer, tu vas dire, ok, il est temps que je me relève et que je fasse quelque chose de ma vie. Tu vois. Et c'est là que tu vas... Parce que moi, durant cette période, je pense que c'est le fait de pleurer et de prier. Je l'ai fait beaucoup. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais bon, il n'y a plus personne pour me dire de cuisiner tous les jours. Ça, c'est déjà bien. Donc, tu commences à voir que petit à petit, tu vas te sentir bien sans t'en rendre compte. Le dernier invité que j'ai reçu t'a laissé un mot que je vais te lire, c'est ça. Okay. Et tu feras de même aussi avant de partir hors caméra pour rédiger ton message. D'accord. Tu feras de même pour le prochain invité. Okay. Donc le message dit ceci: à toi qui lis ce message, je sais que tu es une personne forte et formidable. Garde tes valeurs, n'essaie pas de faire comme les autres. Et question pour toi, après ton parcours actuel, comment te vois-tu dans 10 ans? Peut-être mariée, oui, peut-être, mais je dirais que dans 10 ans, je me vois vraiment financièrement très bien assise avec ma fille à côté. D'accord, donc c'est ce qu'on te souhaite alors. On te souhaite riche, heureuse avec ta fille et puis remariée, pourquoi pas. Ouais, c'est possible. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Mimi d'être venue sur notre podcast. On te souhaite, comme je l'ai dit, beaucoup de belles choses. Le message là, a été très beau. Tu es une personne qui a des valeurs. Tu es une femme forte. Continue de poursuivre tes rêves, tes objectifs. Et puis, force à toi pour la suite. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très honorée que tu m'aies invitée à faire ce podcast avec toi. Voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet et j'espère que ça va inspirer pas mal de personnes. On espère. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission.
Laissez-nous des commentaires, laissez des mots encourageants pour Mimi, soutenez-la. Elle nous a partagé quelque chose de fort, donc laissez-lui de petits mots, de gentils mots pour l'encourager aussi dans la suite de sa vie. Et surtout, abonnez-vous, partagez aussi ce message à d'autres personnes qui peut-être ont vécu une situation pareille. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous. Bye!